Je vais commencer en évoquant d'emblée la question centrale en fait de l'ouvrage, qui est la suivante, hein. Quelle place occupe la thématique de l'égalité des sexes dans les politiques publiques de l'emploi? On peut la formuler un petit peu différemment. Est-ce que les politiques d'emploi permettent de réduire les inégalités de genre qui existent dans l'accès au marché du travail, ou est-ce qu'elles amènent plutôt à reproduire ces inégalités? Ça, c'était vraiment la question de départ. C'est une question qui me paraissait importante à traiter quand j'ai commencé ma recherche là-dessus, parce que on sait que persistent d'importantes inégalités de genre, dans les taux d'emploi notamment en matière de temps partiel aussi. Je ne vais pas détailler là-dessus, j'ai fait un point dans l'introduction générale de l'ouvrage et puis il y a beaucoup de travaux en sociologie de l'emploi là-dessus. La sociologie de l'emploi nous a aussi appris que ces inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail résultent, hein, de multiplicité de facteurs, dès la scolarité, des choix d'orientation différenciés qui amènent les femmes à, plutôt vers des secteurs, dévalorisés souvent. On connaît aussi la dimension de gestion de main-d'œuvre, des entreprises et des administrations. On sait aussi que les contraintes de la vie privée jouent, hein, la question de la garde d'enfants, qui joue d'ailleurs particulièrement chez les femmes peu qualifiées. Je le mentionne parce qu'elles sont au centre de mon ouvrage. On on sait un peu moins, mais il y a quand même quelques travaux sur le lien entre l'accès au marché du travail et le maintien d'ailleurs sur ce marché et les violences, machistes. Mais globalement, on sait peu, voire on ne sait pas trop ce qui se passe dans la boîte noire des politiques de lutte contre le chômage. Et donc c'était ça le constat de départ, de la recherche. Alors c'est une recherche, qui a été menée en 2 temps, qui a débuté au milieu des années 2000, donc dans le cadre de ma thèse initialement. Et c'était un moment très intéressant parce que les politiques d'emploi, hem, apparaissent, sont, au centre de l'attention des pouvoirs publics européens. D'une part, hein, l'Union européenne promeut la méthode de gender mainstreaming, donc elle érige l'égalité des sexes en objectif, transversal de toutes les politiques publiques. Heu et puis, au même moment, l'Union européenne lance sa stratégie européenne pour l'emploi, donc au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Et l'objectif principal de la stratégie européenne pour l'emploi, c'est d'augmenter les taux d'emploi de la population européenne et notamment, des européennes qui ont, pour lesquelles on a identifié, que leur taux d'emploi était faible, notamment en comparant les indicateurs concernant l'Europe et d'autres, États, occidentaux. Et donc, parce qu'il faut augmenter le taux d'emploi des femmes, le gender mainstreaming va être intégré à la stratégie européenne pour l'emploi. Je développe ces éléments dans le premier chapitre, de l'ouvrage. Alors, donc pour être plus précise maintenant sur la question de recherche, hein, elle pourrait être formulée comme ça: dans un contexte donc où l'Union européenne a institutionnalisé la norme d'égalité des sexes dans ses politiques publiques, comment est-ce que les questions de genre sont prises en charge dans les politiques d'emploi de 2 États membres, la France et l'Allemagne, en particulier donc au niveau local, comme l'a mentionné Sophie, donc là où les politiques, sont mises en œuvre. Heu, L'idée, c'est donc de nourrir une interrogation sur la portée du gender mainstreaming européen, qui est donc un mot d'ordre réformateur, mis en avant par les institutions européennes, en s'intéressant à son impact sur les pratiques professionnelles et sur les discours des professionnels. Donc, même si ça n'est pas, pour le coup, la ligne centrale de l'ouvrage se veut aussi à une contribution aux réflexions sur l'Europe au local, sur, la portée de l'intégration européenne, non pas sur les normes de politique publique et la formulation des objectifs, mais sur la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Et puis, tu l'as mentionné Sophie aussi, l'ouvrage est une contribution à la réflexion sur l'approche, transsectorielle des problèmes publics, puisque l'égalité de genre n'est pas le cœur de métier, des professionnels des politiques d'emploi. Alors, je vais dire quelques mots sur l'enquête.
pour analyser de façon un peu précise la place qu'occupent les questions de genre dans la mise en œuvre des politiques d'emploi, il a fallu que je délimite un terrain d'enquête, puisque vous le savez peut-être, les politiques d'emploi, c'est un espèce de gros bloc qui inclut beaucoup de dispositifs, beaucoup d'actrices. Et donc, je me suis intéressée plus précisément à un sous-segment des politiques d'emploi, celui à destination des chômeurs et chômeuses de longue durée, c'est-à-dire celles qui sont inscrites au chômage depuis plus d'1 an. Je trouvais intéressant de, de réfléchir à la légitimité de la thématique du genre dans les politiques d'emploi à partir donc de cette catégorie de chômeurs et chômeuses, parce qu'il me semblait que ça permettait de décaler un peu la focale par rapport aux principaux dispositifs de promotion de l'égalité qui ont été mis à l'agenda de plusieurs États européens, en particulier de la France et de l'Allemagne, ces 25 dernières années, en l'occurrence notamment le dispositif des quotas, qui concerne donc aussi bien en politique que dans les conseils d'administration, dans le privé et dans la haute fonction publique, parce que les quotas sont en général des instruments d'action publique qui ciblent les femmes plutôt du haut de l'échelle sociale. Et donc, un des enjeux du travail, c'était aussi de comprendre ce que devient le mot d'ordre de l'égalité pour des publics globalement moins visibles et, et qui disposent de moins de ressources que les femmes qualifiées, on va dire. Alors, en termes d'approche et de sources, donc l'enquête de terrain a surtout été menée en Seine-Saint-Denis et à Berlin, donc sur 2 territoires locaux, même si l'enquête est multiniveau. C'était donc un choix fort de l'ouvrage, de décentrer la réflexion par rapport aux affichages institutionnels et au discours des hauts et hautes fonctionnaires. En termes de matériaux, il y a 3 types de sources. D'abord, une analyse de littérature grise du secteur de l'emploi, aussi bien dans les documents directeurs européens, nationaux et locaux. Le gros du matériau est constitué d'entretiens semi-directifs auprès d'environ 130 professionnels des politiques d'emploi, travaillant dans leur très grande majorité au niveau local, mais pas uniquement tout de même. Et alors avec 2 types d'actrices, soit des professionnels de l'emploi, qui ne sont pas des spécialistes de l'égalité des sexes, mais aussi quand même un pool, on va dire, d'actrices spécialisées sur les droits des femmes, côté administratif, côté associatif. Et puis j'ai fait aussi quelques observations de réunions de travail des professionnels de l'emploi, qui ont été peu nombreuses, mais très utiles. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'enquête s'est déroulée en 2 temps. Le gros de l'enquête s'est déroulé entre 2004 et 2010, donc pendant ma thèse. Et puis, j'ai pu réactualiser, en tout cas une partie de l'enquête, grâce à une délégation au CNRS, donc entre 2019 et 2021. Là, j'ai refait des entretiens, beaucoup aussi réanalysé de littérature grise, et puis réactualisé des statistiques, etc. Avant de présenter les résultats, je voudrais aussi dire 2 mots sur le contexte de l'enquête. Cette enquête, elle se déroule dans sa première phase au moment du tournant de l'activation des politiques d'emploi, donc qui est portée notamment par les pouvoirs publics européens. Cet objectif vise en premier lieu à augmenter, l'idée c'est d'abord d'augmenter les taux d'emploi, et l'activation va signifier, aussi bien en France qu'en Allemagne, que l'objectif de retour rapide à l'emploi va globalement primer sur celui de la qualité d'emploi. Et ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais c'est un point important, parce que les inégalités de genre se nichent notamment dans l'inégale qualité d'emploi, des emplois occupés par les femmes et par les hommes. Donc, en Allemagne, ce tournant de l'activation, il s'incarne en particulier dans les réformes Hartz, dont on a beaucoup parlé durant les années 2000, des réformes qui vont, je ne vais pas développer, mais durcir la condition des chômeuses en Allemagne. En France, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais moi, dans le type de dispositif dans lequel j'ai principalement
enquêté, le tournant de l'activation a été un peu moins raide. L'idée était de miser sur l'accompagnement renforcé des chômeurs et chômeuses pour favoriser un retour plus rapide à l'emploi. Pour terminer sur la comparaison, et après j'en viens au résultat, les 2 cas locaux, pour être complètement honnête, parce qu'après on n'a plus ce genre de préoccupation, d'abord été choisis pour des considérations personnelles, parce que c'était les territoires où il était le plus facile d'enquêter, là où aussi ça a le plus mordu à l'hameçon quand j'ai fait l'enquête exploratoire. Et en fait, je me suis rendu compte que l'intérêt de ces territoires, donc Berlin et la Seine-Saint-Denis, c'était de constituer plutôt des cas qu'on peut qualifier, enfin que j'ai choisi de qualifier en tous les cas de favorables pour 2 raisons. D'abord parce que l'offre de garde, des jeunes enfants est globalement, enfin c'est pas globalement, est supérieure aux moyennes nationales. C'est vrai, enfin pour Berlin comme pour la Seine-Saint-Denis. Et parce que ces 2 territoires ont été et sont encore pour partie gouvernés par la gauche, qui globalement a été plus encline à institutionnaliser les questions d'égalité des sexes. Alors, j'en viens aux résultats. J'ai choisi de valoriser 2 grands types de résultats. D'abord, l'ouvrage montre dans les chapitres 2 et 3 et 4 que globalement, dans le contexte que je vous ai présenté, de promotion du gender mainstreaming et de mise à l'agenda des questions de genre dans les politiques d'emploi au niveau européen, la question de l'égalité a gagné en visibilité et a gagné aussi en légitimité. Je me rends compte que j'ai pas du tout, j'espère que les personnes entendent bien en ligne, parce qu'en plus, je suis peut-être pas. Est-ce que c'est bon pour les personnes en ligne? Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que la personne fait oui. Ok, c'est euh, mieux vaut tard que jamais. Il était toujours temps de réajuster un peu. Alors, donc, au tout début de la recherche, j'avais eu quelques remarques d'enquêtés un peu narquoises. On m'avait demandé notamment combien je comptais écrire de pages sur le gender mainstreaming dans les politiques d'emploi. Eh bien, un des résultats, c'est que l'égalité n'est plus un non-sujet dans le secteur de l'emploi. Et ça, c'est un résultat certes qui mérite d'être creusé, mais qui marque une évolution importante par rapport à l'histoire des politiques d'emploi françaises et allemandes, politiques publiques dans lesquelles les femmes n'ont que rarement, voire très rarement, constitué une catégorie légitime de ces politiques. C'est ce que je montre dans le chapitre 1. Alors, pour être plus précise, dans l'ouvrage, j'ai distingué 2 types d'actions qui matérialisent en fait la présence de l'objectif d'égalité des sexes dans les politiques d'emploi. D'une part, des actions en direction des professionnels des politiques d'emploi, l'idée étant qu'ils et elles puissent promouvoir l'égalité dans leurs pratiques professionnelles. Donc, il faut cibler les professionnels d'emploi pour qu'ils et elles deviennent un levier pour l'égalité des sexes. Ça, c'est clairement une rupture par rapport aux décennies précédentes. Et puis, le deuxième type d'action, ce sont les actions en direction des chômeuses. Et ça, ce sont des actions qui s'inscrivent plutôt en continuité par rapport aux décennies précédentes, même si ces actions n'ont jamais été très nombreuses. Alors, 2 mots sur les initiatives qui visent les professionnels des politiques d'emploi. Globalement, en France et en Allemagne, on trouve 2 types d'instruments d'action publique qui viennent décliner la stratégie de gender mainstreaming. Ce sont d'une part des postes de chargés de mission à l'égalité femmes-hommes dans les institutions du service public de l'emploi, dans les job centers, notamment en Allemagne, qui accompagnent les chômeuses de longue durée, à l'AFPA, donc l'association de formation professionnelle des adultes, à Pôle emploi, devenu France Travail. Donc ces fameux postes, donc l'égalité se professionnalise dans le secteur de l'emploi. Et puis le deuxième type d'instruments, ce sont les formations à destination des professionnels de l'emploi qui sont engagés pour sensibiliser, plutôt sensibiliser que réellement former d'ailleurs, à la thématique du genre. Et l'objectif commun de ces 2 instruments, c'est de légitimer la question du genre auprès de professionnels qui ne sont pas des professionnels de l'égalité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces postes et sur ces formations. C'est l'objet du chapitre 2 de l'ouvrage. Je voulais dire 2 mots sur les formations parce que
elles sont peu nombreuses dans les années 2000 et elles ont plutôt tendu à l'être un peu plus à partir des années 2010, milieu des années 2010. J'ai trouvé que, de ce point de vue-là, la réactualisation de l'enquête a été intéressante. D'autant plus que, voilà, Sophie, tu montrais dans ton ouvrage que la décennie 2010 est plutôt une phase de décrue du gender mainstreaming européen. Pour autant, les pouvoirs publics nationaux n'ont pas fait marche arrière à proprement parler. C'est-à-dire que, et ça confirme un résultat d'analyse de politique publique qui est qu'il est plus facile de faire que de défaire. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis dans le bon sens, oui, voilà, une fois que les formations sont lancées, même s'il n'y a plus la même impulsion au niveau européen, voilà, l'instrument se légitime et il n'y a pas de retour en arrière. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient super formé et super compétent sur le genre, mais en tous les cas, voilà, il y a eu une politique de formation qui va perdurer. Alors, le deuxième type d'action qui matérialise la présence de l'objectif d'égalité des sexes dans les politiques d'emploi, ce sont des actions que j'ai un peu simplement labellisées actions égalité, qui sont des actions en direction de certaines catégories de chômeuses. Et alors là, ça a été un moment intéressant de l'enquête parce que, en tant que sociologue, finalement, on est plutôt habitué à mettre en lumière les inégalités, à pointer du doigt ce qu'est l'égalité, mais ça n'a pas été forcément évident de savoir ce que moi j'allais labelliser finalement un projet égalité. Je voulais d'une part ne pas forcément coller au discours indigène. En gros, toutes les actions en direction des femmes avaient parfois tendance à être présentées comme des actions égalité. Et donc, il a fallu trouver un critère analytique, sachant que la question de savoir ce qu'est l'égalité est loin d'être consensuelle, puisqu'elle divise les militantes féministes elles-mêmes. Et donc, j'ai choisi de labelliser comme projet égalité ceux qui lèvent un frein genré à l'emploi, donc un frein qui est lié aux inégalités structurelles qui existent entre les femmes et les hommes en société. Et donc, j'ai identifié sur la base de ce critère, hein, j'ai identifié 3 types de projets égalité. Des projets de formation de chômeuses qui visaient, alors pas n'importe quel type de formation, qui visaient à leur permettre une orientation vers des emplois non précaires. Rappelez-vous que la qualité de l'emploi, c'est un élément qui matérialise les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail. Donc voilà, former des femmes pour les orienter vers des emplois non précaires. En France, hein, ces actions, elles sont souvent labellisées actions de diversification des choix professionnels. Alors, par exemple, il y avait des formations au métier de conductrice de bus avec un CDI à la clé à la RATP, qui est donc la grande entreprise de transport francilienne. Deuxième type de projet, des actions initiées par les professionnels de l'emploi, mais qui tiennent compte des contraintes de la sphère privée, donc qui nouent des partenariats pour que la question de la garde des enfants des chômeuses soit prise en compte. Et c'est des actions qui étaient intéressantes parce que les chômeuses ne sont pas toujours prioritaires dans les structures d'accueil des jeunes enfants. Et troisième type de projet, des projets qui là aussi s'intéressent à la sphère privée d'une certaine manière, et qui prévoit un accompagnement spécifique pour les chômeuses identifiées comme étant victimes de violences machistes. Donc, ces actions sont présentées dans le chapitre 3 de l'ouvrage. Voilà, elles ont été étudiées de façon un petit peu approfondie. Alors, troisième chose que je voulais dire au sujet de ce processus d'institutionnalisation des questions de genre, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer du coup la mise en place de ces actions qui globalement, reste quand même assez peu nombreuses sur l'échiquier des politiques d'emploi et je vais détailler ce point dans la deuxième partie de ma présentation. Donc en gros, pourquoi est-ce que le genre devient une question légitime dans la décennie où on voit sa légitimité renforcée durant la décennie 2000 à partir de la décennie 2000, il me semble qu'il y a 3 choses importantes à mettre en avant. D'une part, souligner, et ça vient confirmer d'autres travaux, notamment les tiens, Sophie, hein, que ces actions sont majoritairement portées, c'est-à-dire initiées, organisées, etc., financées ou cofinancées
par des entrepreneuses de la cause des femmes. Le gender mainstreaming n'a pas, comment dire, mis à mal d'une certaine manière la logique de secteur, en tout cas pas du tout entièrement. L'égalité reste une affaire de spécialistes. Et donc, en observant qui a porté les formations, qui a poussé pour qu'il y ait des postes à l'égalité femmes-hommes dans les job centers, à l'AFPA, etc., je me suis rendu compte que ces actrices avaient un profil spécifique. En gros, elles ont différentes formes de proximité avec le féminisme. Soit ce sont directement des fémocrates, nationales, locales, soit ce sont d'anciennes fémocrates, soit ce sont des femmes qui sont sensibilisées au féminisme et dont le discours sur les questions de genre était très construit et beaucoup plus construit que d'autres enquêtés. Et puis, intéressant aussi au sujet de ces actrices, on retrouve une configuration un peu similaire à ce que tu avais montré au sujet des institutions européennes. C'est qu'il y a en gros des coalitions de causes locales pour que ça fonctionne. En gros, ces actrices vont former un sous-secteur de politique publique au sein du secteur de l'emploi. Elles se connaissent, elles s'apprécient, elles se soutiennent, elles partagent des convictions. Et c'est comme ça que ces actions peuvent être montées. Alors, il y aurait quelques nuances à apporter, hein, je le détaille dans le chapitre 4 de l'ouvrage. Il y a quand même aussi parfois des profanes de l'égalité qui sont embarqués dans ces actions parce qu'ils ont un intérêt quelconque à le faire. Mais globalement, c'est vraiment, ça reste une affaire de spécialistes. La deuxième chose qui me paraît intéressante à mettre en avant pour comprendre pourquoi l'égalité devient un objectif des politiques d'emploi, c'est précisément le rôle de l'Union européenne. La comparaison France-Allemagne a été très éclairante à ce sujet. On peut dire de façon très générale que les consignes européennes en matière de gender mainstreaming et le fait que le Fonds social européen reconnaisse l'égalité comme un objectif à poursuivre donnent des ressources aux actrices nationales et locales. Alors, deux types de ressources. Tout bonnement, je dirais, des ressources financières. Et voilà, en épluchant les financements des projets égalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, les actions de formation, etc., eh bien, globalement, les fonds européens sont présents dans la plupart de ces actions et représentent d'ailleurs souvent un montant assez important dans les financements, parfois jusqu'à 50%, en gros. Alors, pour être plus nuancé, puisque tout de même, souvent, les fonds européens ne sont pas à l'origine de ces actions. C'est-à-dire que c'est des actions qui ont pu exister avant, avant la dimension, avant l'introduction de ces fonds européens pour les financer. Mais ils sont importants en ce sens qu'ils viennent suppléer parfois à des coupes dans les budgets nationaux et qu'ils permettent aussi de faire des actions de plus grande envergure ou plus qualitatives. Je ne vais pas détailler ce point-là, mais voilà, il y a des éléments dans le chapitre 4. Et puis pour continuer à apporter un peu de la nuance sur cette question financière, un des éléments qui est ressorti et qu'ont souligné d'autres collègues, notamment je sais que tu connais cet article, l'article de Luc Sigalo-Santos et de Vincent Legroux, c'est que ces financements ne sont pas profitables à l'ensemble du secteur associatif parce que les petites associations ont du mal à s'arranger avec la logique de financement européenne, qui est une logique de remboursement a posteriori. Donc, c'est celles qui ont de la trésorerie, en gros, qui peuvent compter sur ces fonds. Deuxième type de ressource européenne, c'est une ressource discursive. Notamment par exemple pour les actrices qui vont porter les formations à l'égalité. En gros, l'Union européenne vient légitimer leur engagement institutionnel en faveur de la cause des femmes. Et ça, c'était net dans les entretiens, où certaines m'ont dit clairement, voilà, je fais référence au fait que la Commission européenne veut qu'on fasse de l'égalité, et là, mes collègues ne mouftent plus. C'était net aussi dans la littérature grise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références à la légitimité, à l'action de l'Union, au gender mainstreaming, aux directives du FSE dans lesquelles le gender mainstreaming est intégré, était intégré. Donc voilà, ce sont des éléments importants et qui venaient, je m'étais appuyée notamment pour cette réflexion sur les travaux que tu as apportés avec Cornelia Vol sur les usages de l'Europe et que je trouvais très intéressant pour comprendre de façon un peu fine l'influence de l'Union européenne. Pas d'impact direct,
mais une portée qui n'est pas négligeable pour autant parce que le gender mainstreaming européen apporte différents types de ressources pour l'action et une portée qu'on peut quand même dire un peu fragile parce qu'elle dépend clairement des réseaux locaux et des mobilisations locales. Alors justement, j'ai le temps de développer un peu ça, hein, la troisième chose qui est intéressante à comprendre pourquoi ces actions sont mises en place et comment elles marchent, c'est justement le rôle des pouvoirs publics nationaux et locaux. Et c'est sur ce point que la comparaison, franco-allemande a le plus mis en avant des différences. Globalement, hein, pour le dire très vite, Berlin est un territoire et un peu la capitale du féminisme allemand, avec notamment des fonds, importants, dans les institutions, avec tout un réseau de fémocrates qui est bien plus, dense, qu'en Seine-Saint-Denis. Notamment et donc qui va financer de façon pérenne, hein, des actions, notamment sur les questions d'emploi. Alors qu'en Seine-Saint-Denis, les actions égalité étaient plus fragiles financièrement parce qu'il n'y a pas le même réseau d'actrices et parce que les financements étaient davantage du coup des financements sur projet. Voilà, donc en fait, la pérennité de ces actions égalité dépendait en grande partie, de réseaux d'action, enfin de la nature des réseaux d'action locaux. Et donc, on voit bien, hein, les effets différenciés du gender mainstreaming européen en fonction des configurations locales. Alors, j'en ai fini sur, voilà, qu'est-ce que c'est que l'égalité dans les politiques d'emploi, dans le sillon de la promotion du gender mainstreaming. Maintenant, je voudrais, valoriser, un autre, enfin, voilà, un autre type de résultat, qui est développé dans les chapitres 5 et 6 de l'ouvrage, donc dans les 2 derniers chapitres de l'ouvrage, et qu'on pourrait résumer de façon très simple, hein. En dépit de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'alors, l'égalité femmes-hommes reste un objectif qu'on peut qualifier de marginal dans les politiques d'emploi et les chapitres 5 et 6, d'une part, mettent en évidence cette relative marginalité et essayent de comprendre les raisons de cette marginalité persistante, même si le contexte institutionnel des années 2000 était plutôt favorable, comme je l'ai expliqué, 2000 et 2010 aussi. Alors d'abord, rapidement, mais c'est important quand même de l'expliciter, il y a plusieurs indices, enfin j'ai identifié, hein, plusieurs indices de cette marginalité institutionnelle. D'abord, les projets égalité dont je vous ai parlé, hein, formation, accompagnement spécifique pour les femmes victimes de violences, etc. Ce sont des projets qui sont très rares en réalité, c'est-à-dire qui existent, mais qui se concernent une action dans un job center à Berlin ou par rapport au volume de financement engagé, voilà, attirent assez peu de financement. Deuxième chose que l'on peut dire, c'est que les formations des professionnels restent quand même souvent des formations, comment dire, one shot, enfin, c'est-à-dire qui ont lieu une fois, qui ne sont pas réactualisées. Au début, enfin à la fin des années 2000, elles concernaient quand même un petit nombre de professionnels de l'emploi. Elles ont eu tendance à monter un peu en puissance. Bon, il n'y a pas non plus un raz-de-marée de formation sur l'égalité des sexes. Et puis, troisième chose, les postes de chargé de mission ont globalement des marges de manœuvre et des budgets limités. Dernier indice de cette marginalité institutionnelle, l'analyse des documents institutionnels locaux, par exemple les rapports d'activité des job centers et des plans locaux d'insertion pour l'emploi, etc., montre que l'égalité est peu opérationnalisée, reste plutôt reste justement à l'état de mot d'ordre, sans être concrétisée. Et ça c'est un problème, enfin, je vais l'expliciter, mais c'est un problème pour les professionnels. Alors donc toute une partie du travail a consisté, pardon, à, identifier les raisons de cette marginalité persistante et globalement, hein, il y a 2 grands types de freins, pour reprendre un terme indigène, d'obstacles à l'intégration de l'égalité. D'abord des freins, qu'on peut qualifier de cognitifs et normatifs, pour reprendre justement le vocabulaire, qui faisait l'identité de mon directeur de thèse, et que j'ai trouvé intéressant de me réapproprier pour étudier l'action des actrices de la mise en œuvre. Donc des freins qui sont liés aux connaissances, aux représentations
des professionnels de l'emploi. Pour le dire en 2 mots, ce qui ressort des entretiens, c'est que l'égalité reste un mot d'ordre général et que les professionnels ne disposent ni de diagnostic précis sur ce qu'est, l'inégalité femmes-hommes sur le marché du travail, en particulier pour les pour les chômeuses peu qualifiées. Et puis, pas non plus de diagnostic partagé sur les causes de ces inégalités. Et alors sur les causes, ce qui est intéressant à souligner notamment, c'est que voilà, quand j'interrogeais les professionnels de l'emploi sur, à votre avis, comment se manifestent les inégalités femmes-hommes? Bon, là, il y avait plein de trucs intéressants qui sont ressortis. Il y a eu des situations un peu même gênantes, parce que je me retrouvais dans une situation où les gens avaient l'impression que je cherchais à les piéger et qu'on connaît quand même assez bien que je connaissais le domaine et je me retrouvais face à des personnes qui, pour le coup, voilà, on n'était pas dans la situation d'entretien un peu classique où on demande à quelqu'un de partager, un savoir, sectoriel. Donc sur les causes, ce qui m'a paru intéressant, c'est que globalement, il y avait quand même très peu de discours chez les professionnels de l'emploi, en tous les cas, de discours critiques sur le rôle du service public de l'emploi et sur les pratiques des professionnels qui peuvent contribuer à nourrir les inégalités femmes-hommes. On va parler du problème des maris, de la publicité, des employeurs, de plein de choses, mais très peu de ce que fait le service public de l'emploi au genre. Et pourtant, il y a des travaux notamment d'économistes et aussi de sociologues qui montrent qu'en fait, le service public de l'emploi n'est pas un filtre neutre. Voilà, je ne développe pas sur ce point, mais il y a des recherches intéressantes là-dessus. Autre chose intéressante, globalement, la norme dominante, la conception dominante de l'égalité chez la majorité des professionnels de l'emploi constitue un frein à une prise en charge opérationnelle des questions de genre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que globalement, l'acception prédominante de l'égalité, c'est celle d'une égalité de traitement. Et d'ailleurs, ça c'est vrai en France comme en Allemagne, pas seulement en France avec la culture de l'universalisme républicain, c'est vrai aussi en Allemagne. Et ça, je pense, ça dit quelque chose sur l'importance du cadrage par les pouvoirs publics. Il n'y a pas eu de cadrage fort sur le gender mainstreaming, c'est peu de le dire. Par contre, l'enquête a été menée quand même dans le sillon des directives européennes sur l'action publique antidiscriminatoire, directive RAS, directive emploi, etc. Et manifestement, à minima, le vocabulaire de l'antidiscrimination avait imprégné les consciences. Parce que moi, j'ai essayé de faire varier un peu les termes. Et en fait, les mots qui ressortent beaucoup des entretiens, c'est celui de discrimination et de manière intéressante aussi, celui de parité, qui est un terme que moi, je n'utilisais pas. Et ça, du coup, ça dit quelque chose du poids des discours publics sur les représentations ordinaires et notamment sur les représentations professionnelles. Donc voilà, cette analyse des discours, je l'ai trouvée instructive parce que voilà, elle renvoie aussi à la responsabilité des pouvoirs publics, notamment européens, qui ont certes produit des documents qui visaient à opérationnaliser le mainstreaming, des échanges sur les bonnes pratiques, des guides, etc. Mais ce sont des documents qui n'ont pas de valeur coercitive et globalement, les pouvoirs nationaux n'ont pas non plus fait ce travail d'encadrement, ou de cadrage plutôt que d'encadrement, d'opérationnalisation. Ça constitue un problème quand on observe ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre. Deuxième chose que je voudrais souligner, très rapidement pour le coup, c'est que, et ça c'est en lien avec la problématique de la transsectorialité, c'est que voilà, j'ai eu quelques situations d'entretien un peu problématiques où les gens se sentaient pris en défaut, me demandaient d'arrêter de leur poser des questions sur le genre, etc. Et en fait, du coup, j'ai reconstruit un peu mon protocole d'enquête et j'ai parlé du genre vraiment en fin d'entretien. J'ai arrêté d'afficher mon objectif de thèse très ouvertement. Et du coup, j'ai interrogé ces professionnels de façon beaucoup plus générale sur leurs pratiques professionnelles, le secteur de l'insertion, leurs collègues de travail, etc. etc. Et j'ai posé des questions vraiment à la fin. Et ça a été très utile
parce que j'ai aussi compris pourquoi le gender mainstreaming, produisait si peu d'effets. Tout simplement parce qu'en gros, hem, les professionnels, sont confrontés à d'autres problématiques, à d'autres urgences, identifiées comme étant le cœur de métier. Par exemple, dans le secteur dans lequel sur lequel j'ai, enquêté, les questions d'exclusion, les problématiques de logement, d'urgence sociale, de problèmes familiaux et cetera. Globalement, pour le dire très vite, hein, les chômeuses apparaissent comme tous et toutes comme étant en grande difficulté. Et dans ce contexte-là, les questions de genre ne sont pas identifiées comme particulièrement légitimes. Je pourrais aussi ajouter quelques mots sur les conditions de travail, etc., même si ce n'est pas un axe que j'ai beaucoup approfondi. Mais c'est beaucoup des gens qui travaillent dans l'urgence. Or, pour travailler sur le mainstreaming, il faut se former. Et ça, c'est quelque chose qui était souvent difficile à faire. Voilà, donc je voulais rappeler l'intérêt que j'ai eu à proposer, hein, une partie de la recherche, enfin, comment dire? Une partie de l'analyse inspirée de l'approche cognitive des politiques publiques, parce que j'ai trouvé que c'était fécond pour vraiment mettre en évidence un décalage entre une légitimité institutionnelle d'un côté, qui est visible dans certains dispositifs comme les formations, les postes, et cetera, mais par contre une absence de légitimité partagée dans les pratiques ordinaires et dans les représentations ordinaires des professionnels de l'emploi. Je serai brève sur le deuxième type d'obstacles et de freins. Donc j'avais fait référence, donc les idées sont importantes, mais les contraintes institutionnelles le sont aussi. Et globalement, ce que la comparaison France-Allemagne a permis aussi de mettre en évidence, c'est le poids du contexte d'activation, justement, et de la norme du retour rapide à l'emploi. J'ai fait un travail un peu, hein, d'analyse des documents directeurs des job centers et des plans locaux d'insertion pour l'emploi, les PLI, hein, qui montrent clairement, et ça a été corroboré par les entretiens, que ce qui compte, l'objectif suprême d'une certaine manière, c'est les statistiques de retour à l'emploi et la rapidité du retour à l'emploi. Donc dans ce contexte-là, inutile de vous dire que la question de la qualité de l'emploi perd en importance. Or, je l'ai déjà dit, hein, la qualité de l'emploi, c'est central dans la création d'inégalités liées au genre. Et outre le fait que l'objectif de retour rapide à l'emploi compte beaucoup, l'égalité des sexes, je l'ai déjà évoqué un petit peu, hein, reste lui peu contraignant et surtout peu opérationnalisé. Ce qui veut dire que les professionnels, même celles qui seraient désireux et désireuses de faire avancer ces questions, n'ont pas de boussole, pour le dire très rapidement. Et pour le dire de façon très concrète, hein, par exemple, dire qu'on va promouvoir l'égalité femmes-hommes dans des dispositifs d'insertion, ça peut être à la fois se contenter d'une certaine manière d'une parité dans les effectifs de chômeurs et chômeuses accompagnés. Ça peut être de viser la parité pour ce qui concerne les sorties du dispositif, hein, les sorties en emploi. Ça peut être de s'intéresser justement à la qualité de l'emploi. Est-ce on décide qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les temps partiels, par exemple, ou dans les CDD, ou dans les emplois non soumis à cotisation sociale en Allemagne. Ça peut être aussi d'avoir un soutien aux actions dites de discrimination positive. Donc, il y a plein de façons de faire de l'égalité. Et ça, clairement, ça n'est thématisé quasiment nulle part. Il y a eu une petite évolution dans les job centers en 2020, mais ça reste quand même un discours institutionnel qui est très peu étayé. Donc, dans ce contexte-là, voilà, les projets égalité, ceux qui prennent du temps, ça je ne l'ai pas trop développé tout à l'heure, mais c'est développé dans le chapitre 3 de l'ouvrage, hein, deviennent peu rentables et difficiles à mettre en œuvre, puisque justement, il faut prendre le temps de se former, de réfléchir, de monter des partenariats dans des dispositifs qui, eux, demandent en fait de mettre le plus rapidement possible le plus de chômeuses en emploi. Et puis, au-delà même, hein, j'ai pu observer, alors surtout côté français, des pratiques discriminatoires, précisément parce que certains profils de chômeuses sont considérés comme ayant trop peu de chances d'accéder à un emploi de qualité dans le temps qui est imparti pour l'accompagnement. Et donc, dans ce contexte-là,
il y avait des discriminations, plus ou moins, ouvertes en fait, enfin, mais pas tellement cachées en fait, il faut quand même dire ce qui est, en direction de 2 catégories de chômeuses, bien sûr pas en direction de toutes les femmes, mais en direction de 2 catégories de chômeuses. D'une part, les mères de jeunes enfants, hein, quand la question de la garde n'était pas résolue, exit en gros, c'est pas la peine enfin, du point de vue de certaines enquêtées, de miser sur leur accompagnement. Et puis aussi les femmes, dites âgées, je suis passée du mauvais côté de la barrière, donc de plus de 45 ans en gros, qui, n'ont pas d'expérience préalable sur le marché du travail, souvent pas toujours d'origine migrée, avec éventuellement donc des difficultés linguistiques et pour lesquelles on considère qu'il y a trop de freins à l'emploi, pour reprendre là encore le vocabulaire, indigène. Côté allemand, j'ai pas enquêté là-dessus, mais les statistiques de la Bundesagentur für Arbeit montrent clairement que, il y a aussi, hein, des inégalités dans le retour, à l'emploi. Donc voilà, je vais conclure en 2 mots. Je ne vais pas redévelopper sur les questions de l'Union européenne parce que je l'ai fait un petit peu, durant ma présentation. Je voudrais juste, insister sur, un point qui me tenait à cœur en fait, donc je l'ai dit, hein, c'est un ouvrage que j'ai publié quand même plusieurs années après, avoir soutenu ma thèse, et ça a été pas toujours facile, mais ça a eu un avantage, c'est que, je pense que ça m'a fait aussi, réfléchir sur comment, mes résultats se positionnaient par rapport à d'autres, travaux sur le féminisme d'État qui avaient pu aussi, être publiés, entre-temps. Heu Un type de résultat qui a été mis en avant, notamment par Sophie Pochick, qui a travaillé, sur, les femmes cadres, c'est la notion d'égalité élitiste, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En gros, ce qu'elle soutient avec d'autres collègues, enfin, c'est quand même elle qui a proposé cette notion, c'est que, heu, l'égalité mise en œuvre par l'État français, c'est un travail sur la France, heu, concerne surtout, les femmes qualifiées, notamment donc via les dispositifs de quotas et saisie par des femmes qualifiées qui construisent des réseaux et cetera et cetera. On pourrait, hein, utiliser ce terme aussi pour, évoquer les évolutions du féminisme d'État en Allemagne, même si c'est un petit peu rapide de le dire comme ça, mais globalement, hein, en Allemagne aussi, il y a eu, cette action en direction de femmes plutôt qualifiées. Et il me semble que les leçons qu'on peut tirer de l'enquête empirique, c'est, de conforter, en étude cette idée d'égalité élitiste parce que ce que montre mon ouvrage, c'est que pour, les femmes, chômeuses de longue durée, on observe et bien globalement le poids des stratégies, ou des instruments d'action publique non contraignants, l'absence de quotas justement et l'absence de budget de formation conséquent et donc ça tend à corroborer, je pense, l'idée que finalement il y a une forme i de politique égalitaire à 2 vitesses avec d'un côté alors même s'il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur les effets des quotas, hein, on ne va pas non plus dire que l'égalité, est pure et parfaite, tant est que ça existe, soit observable dans le milieu politique et cetera. Mais en tous les cas, hem ce sont des dispositifs qui sont plus contraignants et qui ont été bénéfiques, d'un certain point de vue en tous les cas, à un certain nombre de femmes dans la haute fonction publique et dans le milieu politique. Pour le secteur de l'insertion, les effets se sont faits plus discrets. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je dois avouer que j'ai peut-être j'ai un petit sentiment, pas de revanche, mais quelque chose comme ça, parce que quand on se remet dans le contexte des années 2000, on était quand même regardées toutes les deux, hein, un peu bizarrement. On était un peu les deux seules qui travaillaient sur la question du gender mainstreaming. Ça n'avait pas trop de sens et il y a en gros que Pierre Muller qui nous avait confiance pour accepter le fait que c'était une porte d'entrée fructueuse et aussi une porte d'entrée qui permettait d'ouvrir sur des questions et des résultats
qui sont, enfin voilà, qui ont une ampleur, qui permettent d'adresser aussi des questions importantes. Que ça soit en termes d'égalité, que ça soit en termes d'analyse de l'action publique aussi. Et on voit la richesse de l'ensemble des phénomènes et des mécanismes que tu mets en avant ici, et à quel point, en tirant ce fil, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très riche, quoi. Donc merci beaucoup pour ça. Chiara, je te laisse. Merci beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait replonger dans une époque ancienne. Quand j'avais fait mon master en études de genre, dans les années 2000, on commençait à parler de gender mainstream et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc voilà, j'ai retrouvé toutes ces questions dans ton ouvrage. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'opportunité de lire, déjà de découvrir cet ouvrage et de la discuter aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de parcourir, et je suis dans une situation privilégiée, je pense, peut-être par rapport au public, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller vraiment dans le détail aussi de toutes les questions que tu n'as pas pu aborder pendant la présentation. Je vais essayer de ne pas répéter les choses que tu as déjà mis en évidence, mais avant de te poser quelques petites questions de curiosité, parce que j'aurais plein de questions en fait, je voulais juste revenir sur quelques points qui sont, selon moi, des aspects très importants et très originaux de ton travail, et aussi une contribution importante à la littérature. Alors, le premier point, c'est l'originalité du thème et de l'approche. Pourquoi? Parce qu'on parle depuis assez longtemps maintenant de inégalité entre hommes-femmes sur le marché du travail. Et ça, depuis les années 60, 70, depuis l'entrée massive des femmes sur le marché. Mais on parle surtout de certaines questions. On parle souvent d'inégalité salariale, discrimination à l'embauche, ségrégation horizontale, verticale, ce qui sont toutes des questions vraiment très importantes et qui sont déjà entrées dans la sociologie du travail, dans la sociologie économique, le droit aussi, la sociologie du genre, etc. Mais donc l'originalité de ton travail, c'est d'aborder une autre question qui est liée à l'emploi aussi, mais qui est moins explorée. En tout cas, c'est ce que je vois, ce que je pense, je vois dans la sociologie, et surtout pas souvent avec une perspective de genre, qui sont les politiques d'emploi. Et en particulier, ce type de politique d'emploi sur lequel tu te concentres, c'est-à-dire, comme tu l'as expliqué, les politiques qui luttent contre le chômage de longue durée, donc ces politiques de réinsertion, d'accompagnement vers l'emploi, etc. Et pourquoi, selon moi, pourquoi c'est important et original de regarder, de se focaliser sur ces politiques en particulier? Alors, tout d'abord, parce que les femmes, tu le dis dans ton ouvrage, ont des difficultés, enfin plus de difficultés par rapport aux hommes de sortir du chômage de longue durée, parce qu'elles sont surreprésentées dans certains secteurs, et notamment des secteurs où la réinsertion est encore plus difficile par rapport, par exemple, au secteur privé ou d'autres, surtout ce qu'on appelle en Belgique le non-marchand, qui est particulièrement difficile comme secteur pour la réinsertion. Et donc, il y a effectivement des différences genrées qui sont visibles, qui sont tout à fait objectivables, etc. D'où l'intérêt d'aller voir comment ces politiques d'emploi, si ces politiques d'emploi font partie prenante de ce processus d'inégalité inégalitaire, ou si au contraire permettent de réabsorber les inégalités. Et donc, c'est un peu l'objectif principal de ton étude. Mais je trouve qu'il y a une autre question qui rend le choix de ces politiques en particulier très intéressant, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est que le public de ces politiques d'emploi est un public très spécifique, très particulier. Ce sont des hommes et des femmes qui sont en situation
de vulnérabilité avec toute une série de problèmes sociaux, etc. Donc, précarité financière, de logement, manque de qualification, des parcours professionnels et de vie généralement assez précaires, etc. Ce qui fait que la mise en œuvre de ces politiques d'égalité assume une signification tout à fait particulière, bien spécifique, qui est extrêmement différente de ce que l'égalité veut dire dans d'autres contextes. Et c'est ça, quand tu as parlé tout à l'heure de ce concept d'égalité élitiste, bah, c'est un peu ça. Enfin, donc l'égalité dans ces contextes veut dire autre chose. Et d'ailleurs, c'est selon moi un des résultats les plus intéressants parmi ceux que tu présentes dans ton ouvrage, le fait que justement face à d'autres problèmes sociaux, donc tous ces problèmes que je viens de mentionner par exemple, qui ont une légitimité plus importante aux yeux des professionnels qui doivent mettre en œuvre ces politiques d'emploi. Pourquoi? Parce que on les considère comme plus urgents. Bah, à ce moment-là, l'égalité de genre assume un rôle secondaire, en tout cas pas tout à fait prioritaire. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Je trouve ce point extrêmement intéressant parce qu'on voit une hiérarchie qui se crée dans les enjeux sociaux, ceux qui sont considérés importants, ceux qui méritent d'être abordés avec des politiques spécifiques, ciblées, etc., et ceux qui peuvent être laissés à côté, au moins d'une manière temporaire, parce que c'est moins prioritaire, sans se questionner sur la manière dont toutes ces formes d'inégalité, au final, peuvent être imbriquées, et ce qui peut les rendre particulièrement insidieuses. Et je mentionne ça parce qu'en sociologie, en tout cas, dans mon domaine de sociologie de genre et de migration ensemble, on parle d'intersectionnalité, toutes des approches et des manières de essayer de mettre ensemble toutes ces formes d'inégalité. Alors que ici, comme tu le montres, il y a encore une claire séparation entre les différents types d'inégalités. Un autre point sur lequel je voulais revenir, qui me semble aussi très original, très important dans ton travail, c'est que tu explores cette question en regardant l'institutionnalisation des politiques et tu pars justement tu l'as expliqué, donc l'impulsion des politiques européennes, les objectifs fixés au niveau européen et comment les objectifs d'égalité après sont traduits et intégrés au niveau national, local, etc. Mais tu regardes aussi la mise en œuvre. Et selon moi, le fait de combiner ces deux dimensions, donc l'égalité sur papier, les normes, la réglementation, etc., et la mise en œuvre est absolument important et nécessaire quand on regarde toutes ces questions. Et tu le mentionnes, la littérature que tu mobilises d'ailleurs sur le street level bureaucracy montre exactement ça, c'est-à-dire quelque part l'écart qu'on peut avoir entre les politiques d'un côté et la mise en œuvre, comment les acteurs, les professionnels s'approprient des objectifs d'égalité dans ce sens, le pouvoir discrétionnaire qu'ils peuvent avoir, les différentes interprétations, etc. Donc ici, tu le fais, il me semble, de manière très nuancée et très, très belle, vraiment de mettre ensemble ça, ce qui permet vraiment de comprendre pourquoi on aura une telle interprétation plutôt qu'une autre, quelles sont aussi les ressources et les contraintes que les professionnels auxquels il doit faire face dans la mise en œuvre, etc. Donc, tu donnes aussi des exemples. Par exemple, le fait que les professionnels, les acteurs qui sont là pour traduire et pour être en contact avec les bénéficiaires n'ont pas toujours les mêmes connaissances, les mêmes compétences vis-à-vis de l'égalité, ou le fait que les différents services, les projets qui sont développés n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Ce qui change aussi l'implication des professionnels dans la mise en œuvre de l'égalité. Mais donc, le fait de regarder aussi la mise en œuvre
te permet aussi de regarder les conséquences que cette différente interprétation peut avoir sur les bénéficiaires, donc ceux qui sont le public ciblé par ces politiques d'emploi. Et donc voilà, c'est très intéressant et très riche parce que tu abordes toute la question institutionnelle, etc. Mais après, tu vas aussi au-delà de la dimension purement normative. Et donc, c'est là que je vois vraiment la richesse de ce que tu appelles une analyse multiniveau qui est aussi multidimensionnelle, qui est voilà, très, très riche. Et le dernier point, après je passe à mes petites questions, qui me semble aussi évidemment intéressant et qui mérite d'être mentionné, c'est l'aspect comparatif. Qui apporte évidemment une grande richesse. C'est toujours très, très compliqué de faire des comparaisons au niveau national. Mais donc, comme tu le dis, tu choisis deux contextes nationaux qui présentent des grandes différences au niveau institutionnel, au niveau de leurs modèles sociaux, historiques, de la construction des politiques, etc. Et aussi par rapport à une chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je travaille beaucoup sur ça, sur les régimes du genre. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté l'Allemagne qui a des politiques beaucoup plus, on les appelle en sociologie familialistes, et aussi un système de normes sociales genrées beaucoup plus, un petit plus traditionnel en tout cas. Et la France, de l'autre côté, qui a une histoire plus ancienne de mères qui travaillent et surtout de prise en charge étatique de la garde d'enfants. Par rapport à l'Allemagne. Et donc, ça fait vraiment des différences. Mais tu le soulignes et c'est tout à fait intéressant. Ces différences diminuent quand on regarde de manière spécifique le public ciblé par ces politiques d'emploi. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des mères peu qualifiées dans des situations précaires, etc. On le sait par la littérature, ce type de public a tendance à moins externaliser la garde d'enfants, etc. Donc, être plus voilà, dans des rôles traditionnels et tout ça. Donc, ce sont deux contextes différents, mais qui ont pas mal de similarités aussi. Et ce que tu fais, c'est que tu choisis deux contextes locaux spécifiques. Je vais te poser des questions sur ça. Et tu arrives, à travers une analyse au niveau local, à parler aussi, à alimenter aussi, à nourrir toute l'analyse que tu mènes au niveau institutionnel et au niveau national. Donc, d'où la richesse de la comparaison et de cette analyse multiniveau. Je passe rapidement à mes deux petites questions. Alors, la première est plus spécifique, elle est juste une question de curiosité, mais tu l'as déjà abordée un petit peu au début. Elle est liée à la comparaison France-Allemagne et à la dimension géographique en général. Alors, pour ton analyse, tu te concentres sur Berlin pour l'Allemagne et la Seine-Saint-Denis pour la France. Pourquoi ces deux contextes locaux? Ce n'est pas parce que la comparaison n'est pas légitime, c'est vraiment pas ça que je dis. Et d'ailleurs, tu expliques très bien pourquoi les deux contextes sont comparables. Et par exemple, le fait que Berlin a des taux d'activité des mères assez similaires par rapport au contexte français, le fait que les deux contextes ont eu un gouvernement de gauche pendant toute la durée de l'étude, et aussi certaines caractéristiques sociodémographiques de la population, les taux de chômage, la population étrangère, les familles monoparentales, etc., etc. Donc, je comprends très bien et c'est tout à fait légitime. C'est juste une question très naïve qui m'est venue à l'esprit sans connaître du tout au début les deux contextes locaux que tu choisissais. Au début, en lisant le livre, je me dis pourquoi pas Paris? Pourquoi pas un arrondissement de Paris en comparaison avec Berlin? C'est très naïf, mais je me demandais comment les résultats
aurait été différent, si les résultats auraient été différents, si tu avais choisi Paris comme comparaison. Et je te pose la question aussi parce qu'à certains moments, quand tu analyses certains résultats, mais je ne sais plus à quel moment, tu le dis aussi, ici, ça aurait été différent si j'avais pris Paris comme terme de comparaison, mais je ne sais plus où tu le disais. Mais donc, je voulais juste savoir si ce choix a, selon toi, une influence sur les résultats et si la dimension capitale n'a pas un impact sur toutes ces questions. Et toujours au niveau géographique, encore une question de curiosité, tu te concentres sur des contextes urbains qui sont similaires en termes de taux de chômage, population immigrée, etc. Je me demandais si tu aurais une idée de comment les résultats seraient dans un contexte rural. Et je pose la question parce qu'on connaît généralement beaucoup moins les contextes ruraux. Et donc, je me demandais si tu avais des connaissances ou des hypothèses sur comment ces objectifs d'égalité seraient intégrés dans les politiques d'emploi. Alors là, avec une population complètement différente, beaucoup moins d'immigrés, un contexte décentralisé, etc. Et ça, c'était ma première question. Ma seconde, et après j'arrête, c'est une question beaucoup plus générale qui concerne, c'est un peu vaste, le futur des politiques, de ces politiques d'emploi et la manière dont ton travail peut nourrir un peu une réflexion sur l'égalité de genre dans ces politiques. Alors, ton analyse met l'accent sur les institutions et les professionnels en charge de ces politiques d'emploi. Ce n'est pas pour me concentrer sur les résultats négatifs, mais en faisant ça, tu mets aussi en évidence quelque part l'ambiguïté de ces politiques à partir des concepts même, le gender mainstreaming, qu'est-ce que c'est au final, comment on le met en pratique concrètement, etc. Ton analyse met en évidence aussi certaines limites de ces politiques en termes de ressources qui sont octroyées, les compétences et les capacités institutionnelles, organisationnelles pour la mise en œuvre, etc. Mais ton analyse met en évidence aussi les limites plus liées à la définition des objectifs d'égalité. Quels sont et comment ils s'intègrent. On le voit, ils s'intègrent parfois assez mal ou en tout cas de manière insuffisante aux autres objectifs qui sont des objectifs des politiques d'emploi. Donc, je me demandais comment peux-tu envisager une meilleure intégration des objectifs, comment intégrer les objectifs d'égalité hommes-femmes avec les autres objectifs qui sont identifiés comme prioritaires. Donc, on a parlé de l'exclusion sociale de certaines catégories de chômeurs, les discriminations liées à l'origine des travailleurs qui sont, tu le dis, toujours mentionnées comme étant les plus urgentes, les plus visibles, etc. Mais aussi, voilà, la précarité économique, la scolarité, les formations, les qualifications, etc. Et pour finir, concernant la mise en œuvre, selon toi, faudrait-il, par exemple, que les professionnels aient plus de marge de manœuvre, et je ne dis pas uniquement dans la discrétionnalité, hein, aussi pour faire les choses, ou faudrait-il au contraire imaginer plutôt un cadre institutionnel beaucoup plus strict, plus contraignant, avec notamment des instruments de monitorage, de contrôle ou autres types d'instruments? Donc voilà, c'était mes questions. Je sais qu'elles sont très vastes, mais j'aurais tellement d'autres questions. Après, on peut en discuter. Mais c'était. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que chouette lecture attentive. Et puis, c'est toujours chouette de voir que les gens ont toujours des lectures personnelles. Et il y a toujours des questions voilà, qu'on ne s'est pas posées. Donc, ça fait très plaisir. Alors, sur la question de la comparaison, pourquoi pas Paris? Alors, donc, au départ, en fait, vraiment pour des considérations liées à la pré-enquête, c'est-à-dire que j'étais partie pour faire, de façon rétrospectivement naïve, une comparaison Berlin-Île-de-France, en me disant je prends une région et un land, ce qui paraissait institutionnellement le plus logique. Et la pré-enquête en Île-de-France
pardon, m'a permis de me rendre compte, que l'Île-de-France était beaucoup trop vaste, en termes de dispositifs, de dispositifs, de nombre de professionnels concernés, de nombre enfin, voilà. En Seine-Saint-Denis, c'est là que ça a le plus mordu, notamment parce que j'ai eu soutien, c'est peut-être un peu fort, mais une bienveillance de la chargée de mission départementale droits des femmes. C'est elle, en fait, qui m'avait dit, vous pourriez aller voir du côté des fonds locaux d'insertion pour l'emploi, il se passe des choses intéressantes. Bon, je ne sais pas s'il se passait tant de choses intéressantes que ça, mais en tout cas, enfin, dans le sens pour l'égalité, mais elle m'a un peu aiguillée vers là parce qu'elle avait dû identifier une action égalité. Et en fait, ça a été une porte d'entrée. Euh, et c'est aussi à travers différents contacts téléphoniques là que j'ai eu le moins de réactions complètement décalées où je me disais, mais en fait, c'est pas moi qu'il faut venir voir, le genre, c'est pas moi, etc. Les gens n'étaient pas complètement fermés d'emblée. Et enfin, ça, c'est quand même un gros souci quand on enquête. Enfin, je dis ça parce que j'ai aussi écouté une fois un doctorant présenter son enquête sur les chargés de mission handicap dans les collectivités territoriales de mémoire. Enfin, c'est un petit peu loin, mais et en fait, je me rendais compte qu'il avait vraiment le même type de problème, c'est-à-dire cette espèce d'impression très désagréable au départ de travailler sur un non-objet, quoi. Enfin, et donc, en Seine-Saint-Denis, il y avait cette charge, et puis il y avait un réseau aussi que je présente dans l'ouvrage, le réseau avec, qui avait monté des formations, etc. Donc, je me disais, OK, là, il se passe un peu des choses. Et donc, voilà, j'ai recentré sur la Seine-Saint-Denis et je pense vraiment que, voilà, à la fois les relatives similarités institutionnelles, socio-économiques que tu as rappelées, que je n'avais pas développées dans ma présentation, euh, étaient importantes, et notamment ces similarités socio-économiques. Je me suis dit, en fait, ces deux territoires, c'est un peu des territoires qui sont des miroirs grossissants des problèmes auxquels sont confrontés à la fois les publics et les professionnels de l'insertion. C'est-à-dire, enfin, je ne suis pas la seule à le dire, hein, les gens parce que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un territoire qui est souvent étudié, notamment par les chercheuses parisiens et parisiennes. Euh, et ça rejaillissait dans l'enquête, c'est toujours présenté comme un territoire particulier. Et en fait, particulier, pour le secteur de l'insertion, oui et non. C'est-à-dire que, mais par contre, il y a un effet un peu grossissant. Et justement, par rapport à un contexte rural, de fait, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui auraient été différentes, à la fois concernant les publics, parce que, bon, ce que tu as dit, il y a par exemple, problématique, entre guillemets, de l'immigration moins présente, poids des difficultés sociales, alors pas du tout inexistant, mais peut-être moins concentré. Et puis aussi, côté institutionnel, et peut-être même surtout finalement, c'est que voilà, l'intérêt aussi d'étudier la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a quand même à la fois des questions de genre qui sont moins institutionnalisées qu'à Berlin. Il y a moins de fémocrates, clairement, et même moins d'actrices associatives, mais il y a quand même des réseaux. C'est-à-dire que sur un petit territoire, il y avait quand même plusieurs associations, plusieurs professionnels sensibilisés. Et du coup, ça, j'aurais tendance à penser, alors après peut-être que je serai contredite par des enquêtes à venir, que ces réseaux sont plus lâches en fait sur des territoires ruraux et que donc c'est un frein supplémentaire en fait pour monter des actions en faveur de l'égalité. Donc ça, je pense que ça serait d'ailleurs, enfin, je m'étais jamais posé la question telle quelle, mais je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à creuser, c'est-à-dire comment font les entrepreneuses de la cause des femmes dans des territoires où pour rencontrer, j'en sais rien moi, des actrices associatives, etc. Alors, le téléphone et les moyens modernes de communication existent, mais là, les gens sont quand même relativement proches, peuvent se rencontrer, etc. Et je pense qu'il y a fort à parier que ça joue. Deuxième chose sur le futur de ces politiques d'emploi. Alors, j'ai beaucoup aimé ta question de est-ce qu'en fait, il faut laisser plus de marge de manœuvre ou à un cadre plus contraignant. C'est compliqué comme question, parce que c'était quelque chose que je m'étais posé sur les formations. Je demandais souvent aux actrices, mais en fait, pourquoi les formations ne sont pas obligatoires? Et les gens me disaient, en fait, quand c'est obligatoire, les gens sont là de mauvais gré, de mauvais gré, ça se dit, je crois, pas forcément convaincus, il peut y avoir des résistances larvées. Nous, on préfère bosser avec les gens qui ont envie, en gros, de porter la chose. Et donc, je répondrai un peu à la normande, c'est-à-dire que voilà, un cadre institutionnel plus contraignant
100 personnes convaincues, ça va donner un processus un peu... Enfin, ça risque de déboucher sur des choses assez technocratiques, c'est-à-dire qu'on va renseigner les indicateurs, mais s'il n'y a personne pour porter, en fait, ça ne marchera pas. Plus de marge de manœuvre si les gens ne sont pas formés et si, peut-être même surtout, il n'y a pas plus de moyens pour les professionnels de l'emploi, ça ne va pas marcher non plus. Parce que je ne l'ai peut-être pas complètement formalisé dans cette présentation-là, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que, pour le dire de façon très très simple, hein, c'est loin d'être seulement une question de mauvaise volonté. Certes, il y a plein de gens qui ne connaissent pas grand-chose sur l'égalité et tout, mais il y avait un extrait d'entretien qui m'avait vraiment marqué et qui a été important dans mon processus intellectuel. C'est une conseillère en mission locale qui me disait, bon, l'égalité des chances, hein, j'entends, mais bon, il faudrait déjà que les gens qu'on suit aient des chances. Avant de parler d'égalité, il faudrait... Alors, c'est une formule un peu choc, et en fait, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas trop où donner de la tête parce qu'il y a beaucoup de problèmes urgents. Et donc, même quand les inégalités de genre sont identifiées comme un problème légitime, il faut être un peu sur tous les fronts. Et ce qui est sûr, c'est que pour faire du genre, il faut de l'expertise. Et ça, souvent, ça manque, quoi. Enfin, c'est... Et une chose d'ailleurs qui me taraude un peu, enfin, mais bon, il y a quand même plus de travaux sur le gender mainstreaming, ça serait de monter un peu un réseau de recherche de gens qui travaillent sur la mise en œuvre du gender mainstreaming avec une comparaison intersectorielle un peu systématique. Parce que moi, j'ai quand même, de mon point de vue, un effet secteur qui joue fortement, c'est-à-dire voilà, l'urgence sociale, et l'urgence sociale, ça délégitime l'égalité des sexes. Mais je me dis, et du coup, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une spécificité de mon enquête, mais en même temps, je pense que ça devrait être soumis un peu à une épreuve empirique, enfin à l'épreuve empirique, quoi, parce que finalement, peut-être que, j'en sais rien, moi, dans le domaine agricole et tout, c'est pas l'égalité des sexes, c'est la crise écologique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que cette espèce de priorisation qui joue au détriment de l'égalité des sexes, elle n'est pas si spécifique que ça au secteur de l'insertion. Oui, peut-être il faudrait imaginer des formations ou des instruments, en tout cas, qui essayent d'intégrer cette question d'égalité entre sexes, qui est considérée un peu séparée des autres enjeux, et de mettre combiner ensemble selon, là, c'est compliqué, c'est toujours compliqué quand on essaie de complexifier les problématiques sociales, mais de les adapter au contexte selon les autres enjeux qui sont... Mais par exemple, oui, de se dire, OK, on fait des projets pour la qualité de l'emploi, par exemple, qui a priori est quand même un objectif qui tient à cœur un certain nombre de professionnels de l'emploi, même s'il y a la contrainte très forte du retour rapide à l'emploi, hein, mais globalement, les gens préfèrent que les chômeuses retrouvent un CDI temps plein qu'un CDD de 3 mois à 20 heures par semaine. Et donc, oui, ça, par exemple, c'est des formes d'articulation, effectivement. Mais ça, je pense que ça suppose vraiment un travail, un travail de formation important. Et donc, outre que les contraintes institutionnelles ne jouent pas dans le sens en faveur de la qualité de l'emploi, il y a aussi, voilà, le fait, comme tu dis, de ne pas considérer ça comme un objectif à part, mais ou travailler sur les freins, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours des professionnels de l'insertion. Il faut travailler sur les freins. Dans les freins, parmi les différents freins à l'emploi, il y a des freins qui sont très genrés, et donc voilà, oui, ça permettrait peut-être de porter ou de légitimer davantage des projets. Et merci beaucoup, parce que ça ouvre aussi des pistes de réflexion. Merci beaucoup. Il nous reste un petit temps s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a en ligne. N'hésitez pas à parler ou autour de la salle. Il y a quelqu'un, moi j'en ai, je veux dire. Je veux bien. Mais c'est un peu dans la continuité de ce que disait Chiara. Je me demandais si en fait on ne pouvait pas établir aussi que l'inégalité de genre était juste en fait une amplification de ce qui se passe dans la société de manière générale, c'est-à-dire une amplification du fait qu'il y ait peu de budget qui soit accordé justement à la réinsertion des chômeuses de longue durée. Et donc,
En fait, tout est une question économique là-dessus. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, on sait qu'il y a peu de moyens qui sont accordés également pour la facilitation, on va dire, de l'accès à l'emploi, mais pas seulement l'accès à l'emploi, de manière plus générale. Il y a des coûts budgétaires un peu partout. Donc je me demandais si, en fait, on ne pouvait pas voir ça tout simplement comme une forme d'inégalité, oui, mais d'inégalité amplifiée de l'inégalité sociale et économique, socio-économique pour le coup, qui est présente dans la société dans laquelle on vit. Merci. Peut-être on peut, je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je m'auto-donne. Ouais. Parole à un moment. En fait, alors, j'avais une question assez générale à te poser. C'était sur la façon dont tu envisages les choses et je trouve très intéressant de t'expliquer comment, justement, le livre, c'est pas que la thèse. Et que, du coup, il y a des temps différents et où tu vois évoluer et où tu vois évoluer la situation et le contexte. Et du coup, moi, j'avais une question sur, à ton avis, est-ce qu'on est dans une trajectoire qui est assez continue et linéaire et les phénomènes, ils se jouent à peu près de la même façon? Ou est-ce que le fait que notamment au début de la période, on est, bon alors même si c'est activation, tu montres comment ça limite les choses, mais on est quand même dans une période plutôt soutenante, plutôt favorable par rapport aux questions d'égalité. Euh, comment est-ce qu'on prend en compte, et est-ce que ça joue à ton avis, le fait que par exemple, aujourd'hui, tu parles des freins cognitifs et normatifs, une montée des résistances juste à utiliser le mot genre, à des espèces de réactions épidermiques sur on va faire des actions spécifiquement sur les femmes. Est-ce que là, il y a, tu vois, est-ce que tu peux ressentir, entrevoir, analyser le fait que cette transformation-là, elle a un impact elle a un impact assez direct, quoi. Parce que, par exemple, au niveau européen, on le voit. Par exemple, avec des tensions très contradictoires entre un renouveau de la portée du gender mainstreaming, en tout cas du portage politique du gender mainstreaming, et en même temps des crispations de plus en plus fortes sur ces questions-là. Et comment est-ce que ça joue ou pas? Ça, j'aurais trouvé ça. Et alors, j'ai une autre question, mais qui est peut-être plus à la lisière. Moi, quand je regarde actuellement ce qui se passe sur le gender mainstreaming, il y a quelque chose qui me frappe pas mal. Je trouve que ça se voit un petit peu dans ce que vous commencez à voir Lara. On a l'impression que le gender mainstreaming, ça a un peu passé de mode quand même. Et que ce qui est plus trendy, là, ça va être le gender budgeting, par exemple. Et que ce qui était une sous-partie du gender mainstreaming, ça prend toute la place, mais du coup, ça laisse des pans entiers de côté. Et donc, on reconcentre aussi un peu les moyens sur les questions de gender budgeting. Et je crois que enfin, voilà, c'est ce que vous voyez un petit peu aussi, les formations gender mainstreaming au niveau local et de la mise en œuvre, ça disparaît par exemple un peu au détriment du gender budgeting. En tout cas, c'est ce qui me marque. Voilà. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Je ne sais pas. Je crois que j'ai vu qu'il y avait Agnès qui était là. Je ne vois pas mon écran. Je vais bien poser une question si c'est possible. Allez-y.
Et merci du coup pour votre intervention, c'était super intéressant. Je me demandais si vous pouviez revenir un petit peu plus sur, sur l'analyse de l'institution. Est-ce que quand vous analysez les obstacles, et notamment les obstacles que vous avez définis comme cognitifs et normatifs, vous mentionniez qu'il y avait peu de discours critiques sur l'institution et sur les professionnels. Est-ce que de votre analyse, j'ai pas encore lu le livre, mais est-ce que de votre analyse, il ressort en fait un poids institutionnel particulier sur cette thématique qui fait que le gender mainstreaming n'est pas opérationnalisé ou que les femmes sont, notamment les femmes jeunes mères ou plus âgées, sont plus discriminées, etc. Enfin, le poids de l'institution, ça m'intéresse en particulier. Merci. Alors, je réponds du coup directement à cette question. Sur le poids des institutions, donc oui, peu de discours critiques de la part de la majorité des professionnels de l'emploi. Il y a deux choses en fait qui attestent que l'institution joue et que c'est en partie un problème. D'une part, des travaux, alors souvent institutionnels, soit produits par la DARES, donc la direction de l'animation, enfin, en gros, le département de la recherche du ministère du Travail et de l'Emploi en France, soit les données produites par la Bundesagentur für Arbeit en Allemagne. Ces statistiques montrent qu'en gros, les femmes et les hommes ne sont pas présents dans le même type de dispositif, notamment ce que tu disais, Chiara, c'est-à-dire, par exemple, le contrat aidé du secteur marchand, contrat aidé du secteur non marchand, que comment dire, les sorties des statistiques du chômage ne sont pas distribuées de la même manière. Globalement, par exemple, en Allemagne, hein, les femmes sortent plus du côté de l'inactivité, alors que les hommes, sont plus souvent retrouvent plus souvent un emploi. Donc ça, c'est des travaux statistiques qui montrent que l'institution est un problème. Et puis il y a eu aussi, c'était pas du tout systématique, mais il y a eu quand même certains extraits d'entretien assez intéressants. J'ai eu 2-3 fois, c'est pas très fréquent, mais des gens qui en fait étaient vraiment déstabilisés, mais de façon pour le coup plutôt positive, je dirais, par les situations d'entretien, et qui me disaient, mais en fait, je me rappelle, vous me posez problème parce que je me rends compte que je participe peut-être à la création de l'égalité. Alors, par exemple, des gens m'ont dit, moi, je me rends compte que j'ai jamais proposé à une femme un poste quand il s'agit de travail de nuit, que je propose toujours les postes de travail de nuit aux hommes. Ça, c'est des choses qui ont pu. Alors, c'était plutôt marginal, mais ça a pu arriver. Et puis, à l'inverse, j'ai eu aussi parfois des discours ouvertement discriminants, en fait, hein, des gens qui me disaient, bon, alors je leur disais, alors à votre avis, est-ce qu'il y a des inégalités sur le marché du travail, tout ça? Alors les gens me disaient, bon, oui, c'est vrai, il y a plus d'hommes dans le bâtiment, mais bon, ça c'est normal. Alors c'est vrai que les femmes, on les met plutôt sur les actions de formation au repassage, mais bon, parce que ça c'est plutôt pour les femmes. Vous voyez, des discours un peu bruts. Et puis après, ils passaient à autre chose. Donc voilà, des discours qui naturalisent les inégalités, alors pas forcément en masse non plus, mais voilà. Donc en fait, il y a trois indicateurs d'une certaine manière, enfin trois indices du fait que oui, l'institution contribue à la création ou à la reproduction des inégalités. Sur ta question, Sophie, enfin sur tes questions, Sophie, elle est difficile sous cette question. Elle est intéressante, mais elle est difficile. Est-ce que on est dans une trajectoire continue et linéaire, ou est-ce que il y a des ruptures, ou en tout cas des évolutions. Alors d'abord, une précision sur mon enquête, c'est-à-dire que il y a eu une phase de réactualisation, mais qui n'a pas été aussi riche que la première enquête. C'est-à-dire que j'ai réactualisé, alors bon, déjà sur toutes les données statistiques, etc. J'ai réactualisé vraiment sur l'analyse institutionnelle. J'ai réépluché tous les programmes, comment on appelle ça, les programmes de travail des job centers, les protocoles d'accord des plis, les rapports d'activité, les documents de Pôle emploi, etc., tous les documents nationaux aussi, les documents européens. Je me suis appuyée, tu le sais, aussi beaucoup là-dessus sur ton travail.
par contre, et j'ai refait des entretiens, mais alors je suis pas allée aussi, enfin, ça n'a pas été pour la conduite des entretiens aussi fin. C'est-à-dire que j'ai pas recommencé la grosse vague d'entretiens où j'allais questionner les gens sur leur travail, etc. J'ai plutôt, les entretiens que j'ai faits, c'était plutôt avec des gens qui étaient dans des situations professionnelles intermédiaires, c'est-à-dire pas vraiment les street level bureaucrats pour la deuxième phase. J'ai rencontré des directeurs, enfin, où j'ai réinterviewé, d'ailleurs j'ai retrouvé des personnes des fois, hein, des directeurs de structure, des gens qui travaillaient par exemple au Sénat à Berlin, c'est en gros l'équivalent du conseil régional, donc plutôt des gens qui sont au niveau de la programmation des politiques locales. Et du coup, une partie de ces personnes, c'était des fémocrates, donc il n'y a pas le discours dont tu parles. Mais par contre, donc ça c'est pour pour clarifier comment j'ai repris l'enquête, et donc c'est une limite hein, pour sonder un peu la consistance l'évolution de la consistance des discours. Mais ce que m'inspire quand même ta question, c'est que une des choses qui apparaissait en interviewant par exemple une fémocrate du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est que en fait on est dans un moment compliqué où il y a à la fois plus de reconnaissance et plus de résistance. Et du coup, c'est d'ailleurs exactement comme ça que tu le formules, du coup, le plus de reconnaissance, je l'ai quand même vu parce que comme je vous le disais, voilà, par exemple, il existe une chargée de mission au conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui est en charge de la mixité dans l'emploi, ça s'appelle comme ça. Cette personne, ce poste n'existait pas au moment où j'ai fait l'enquête. Donc, globalement, en Seine-Saint-Denis, il y a un peu plus de formation et un peu plus de professionnels. Après, donc j'ai pas vu ces réactions un peu épidermiques aux questions de genre, etc. Il faudrait voir. En fait, moi, j'ai l'impression qu'aussi ces crispations, elles prennent surtout autour de la question des violences. Enfin, voilà, et du coup, voilà, ça serait une piste intéressante à explorer, mais j'ai pas de réponse très tranchée sur ce point. Sur le gender mainstreaming, budgeting qui deviendrait l'outil principal, en tout cas, dans l'insertion, il n'y a pas, c'est pas observable, mais intéressant, je sais, il y a une thèse qui commence à la mairie de Paris aussi sur le gender budgeting. Et puis sur votre question, je dirais un peu oui et non de mon point de vue, c'est-à-dire oui vraiment dans le sens, enfin oui, les contraintes économiques jouent dans le sens où elles jouent en premier lieu, je pense, enfin évidemment sur la situation des publics, mais aussi beaucoup sur les conditions de travail, c'est-à-dire que on sent beaucoup le poids de la précarité des professionnels, qui aussi du coup sont quand même soucieux. C'est pas quelque chose que j'ai pu creuser autant que j'aurais aimé dans mon travail, mais on sent quand même hein, le poids de l'objectif, c'est justement de faire ce que demande l'institution parce que les positions professionnelles ne sont pas assurées. Et puis les conditions de travail se dégradent globalement. Donc plus il faut suivre de gens, moins c'est qualitatif, hein, c'est un peu mécanique. Et en même temps, ça n'est pas, enfin, c'est quelque chose qui est souvent dit sur le genre, mais je pense que c'est quand même important de le redire. Les inégalités femmes-hommes pour les femmes chômeuses, c'est pas juste une amplification des inégalités socio-économiques. Voilà, typiquement sur les questions de violence de genre, voilà, il y a une problématique qui est, comment dire, indépendante d'une certaine manière de la question des inégalités économiques, qui peut croiser ça des inégalités économiques, mais qui n'en est pas juste la résultante, quoi, pour le dire simplement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, la question budgétaire est fondamentale. J'avais d'ailleurs plus développé dans la thèse que dans l'ouvrage. J'avais un peu épluché dans la thèse tout ce problème, toute cette thématique de la recherche de financement qui joue beaucoup en fait hein, sur le travail associatif et tout, et qui est clairement un frein aussi à une action qui soit dédiée un peu au contenu, quoi, un travail qui soit plus dédié au contenu plutôt qu'aux moyens que l'on injecte dans le montage d'action. Merci. À moins qu'il y ait une autre intervention, question. Ouais, je voulais juste mettre très rapidement pour retourner à mathématiques à moi sur le travail domestique et le cœur, qui est un travail typiquement le plus féminisé. Il y a pas plus féminisé que ça. J'avais trouvé passionnant cette question que tu mets en évidence dans tes résultats, que
qu'on appelle diversification des parcours professionnels, qui est en principe et logiquement considéré comme quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est pas toujours considéré comme quelque chose de positif, parce que ça peut apporter alors des situations de violence, par exemple, de discrimination auxquelles les femmes pourraient sur le travail, parce que les femmes vont se retrouver dans des secteurs totalement masculins où elles vont subir des violences, etc. Je me demandais, mais je sais pas, toi, tu n'étais pas directement en contact avec les bénéficiaires, etc. Non. Mais si ce secteur en particulier est ressorti comme un secteur en particulier où toutes les femmes vont être injectées ou pas, mais j'ai tendance à m'imaginer que c'est pas tout à fait quelque chose de pertinent pour les politiques d'emploi, parce que c'est un secteur qui fonctionne tout naturellement, où celles qui cherchent de l'emploi vont directement retrouver de l'emploi sans passer par ces institutions. Il y avait quand même cet effet, voilà, des fois de contrats aidés, etc., portés par des entreprises d'insertion qui clairement une duplique des activités de care, quoi. C'est-à-dire, pas que de care, des activités domestiques. Typiquement, voilà, des actions repassage, couture, etc., qui quand même sont un des domaines dans lesquels on monte des actions où clairement il n'y aura que des femmes, quoi. C'est-à-dire que ça n'est proposé globalement qu'aux femmes, etc. Donc oui, cette problématique-là, elle était quand même plutôt présente. Après, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé, donc je m'aventurerai pas trop loin dans la réponse non plus. Parce que là, le rôle alors de ces politiques d'emploi serait au contraire, il y a tout un travail à faire pour permettre aux femmes d'intégrer les secteurs qui sont traditionnellement masculins. Inversement, ça pourrait être fait un travail de amener les hommes pour ce secteur. Ouvrir ce secteur-là aux hommes. Ouais, dans ce cas-là, il faut qu'ils soient revalorisés. Parce que c'est exactement. Allez-y. Un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand vous avez parlé des quotas élitistes. Parce que je me rappelle quand à l'époque de l'Union européenne, Viviane Reding, il avait commencé cette politique de quotas, mais effectivement, ça reste dans la superficie et dans l'élite. Quand on dit, oui, la présidente de la Commission, c'est une femme, le président du Parlement, c'est une femme, la moitié des ministres des gouvernements d'Espagne sont des femmes, etc. Mais ça reste toujours dans les côtés visibles et élitistes de la société. C'est ça que vous avez expliqué. Comment dire ça, moi disons que j'ai essayé de faire dialoguer mon ouvrage avec des travaux qui ne sont pas les miens pour le coup, et cette notion d'égalité élitiste, c'est une notion qui a été proposée par Sophie Pochick. Elle avait travaillé spécifiquement sur l'égalité professionnelle et les quotas dans la haute fonction publique, avec d'autres collègues d'ailleurs, avec Laure Bérémy, Anne Révillard, Alban Jacquemin et Catherine Marie, je crois. Et si ça vous intéresse, il y a un ouvrage que moi j'avais trouvé très bien, qui s'appelle Le plafond de verre et l'État. Donc il dresse un peu un bilan mais très nuancé d'ailleurs aussi, des politiques de promotion de l'égalité dans la haute fonction publique, qui montre que ça bénéficie. En fait, même au sein de la haute fonction publique, il y a des inégalités entre les femmes. Parce que, en gros, les gagnantes des quotas, c'est vraiment les femmes qui ont plus de ressources. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un peu la même constat qui a été fait sur les politiques de quotas qui ont été promus au niveau européen, où la directive qui a été adoptée récemment, c'est les quotas, mais pour les femmes dans les conseils d'administration des entreprises qui sont cotées en bourse, quoi. Donc, et dans la politique du personnel, c'est pareil, on voit que ça fonctionne sur les postes de plus haut niveau. Donc, on retrouve les mêmes mécanismes qui vont dans le sens de ce que vous disiez, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on s'arrête ici? Merci beaucoup. Encore merci beaucoup à toutes les deux.